continue son activité de musicien professionnel un peu partout dans le monde, et puis qui est là aujourd'hui, anime avec nous, et merci Tom d'être là. Bien, alors c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas la liste de l'ensemble des personnalités, mais je voudrais saluer les élus présents et les remercier d'être parmi nous. Je vois Alexandre Pissas, mon collègue, le conseiller départemental, le président du SDIS. Alors je ne vois pas tout le monde, en principe on avait dit, les anciens élus et les anciens députés Bernard Deschamps, Alain Clary et Christophe Cavard. Je voudrais aussi remercier de leur présence les représentants des forces politiques de la gauche dans son ensemble, dans son entièreté. Pierre Jomain pour Nicolas Nadal pour le Parti Socialiste, Pierre Dard pour le mouvement Ensemble, Bruno Vaza, Sylvie Jeannequin pour le mouvement écologiste, Europe Écologie Les Verts. Je salue aussi la présence de Nicolas Cadel. Et je n'espère rien oublier, je vois François Segui pour le parti de gauche. Et puis ensuite, je veux saluer, ça va venir, vous inquiétez pas, je salue, vous inquiétez pas, je garde mes amis bien au chaud. Je vais parler de vous, vous inquiétez pas. Bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin pour ce moment traditionnel et convivial de début d'année. C'est aussi un grand honneur pour moi de dire quelques mots au nom des élus du groupe Nîmes Citoyenne à Gauche qui sont devant moi, ces élus que vous connaissez et dont vous appréciez, je le sais, le travail et la disponibilité. Jo Menu, qui nous vient du mouvement Insoumis, qui est une acharnée défenseuse des questions notamment d'éducation et des enfants dans la ville. Corinne Giacometti du Parti Socialiste, toujours à chercher dans les dossiers ce qui peut embêter les uns et les autres, en tout cas très active à l'agglo, notamment sur les questions économiques. Bruno Ferrier, bon, qui est implanté dans la ville, on le connaît, Bruno, il est partout chez lui. Et puis sur les dossiers, notamment les dossiers, on en reparlera, Gustave, etc. Bon, il est très actif ici. Évidemment, mes amis et camarades Sylvette Fayet, que, bon, on ne présente plus, Sylvette, on va le faire un peu. Bon, voilà, qui quand même nous permet d'accumuler beaucoup d'expérience dans notre mandat et qui, je crois, est une élue extrêmement respectée de la ville, par tout le monde. Christian Bastide, mon collègue du conseil départemental aussi, et je veux dire avec lui que la différence entre une gestion de gauche et une gestion de droite, on la voit là, notamment. Marianne Berned, du mouvement Génération, qui a sorti, il n'y a pas si longtemps que ça, vous l'avez vu dans la presse, la question de la privatisation des stationnements sur le Jean Jaurès, et on est très précis là-dessus. Et puis Pierre-Édouard Détré. Alors, comme l'année dernière, Pierre-Édouard Détré, c'est la gauche dans son ensemble. Voilà. Et voilà, quelqu'un qui joue toujours collectif. Voilà. Je les remercie évidemment d'être ici, bon, c'est normal, de leur travail et de leur confiance renouvelée. Et je crois que nous travaillons toujours dans cet état d'esprit. En mon nom du coup personnel, au nom de tous, je vous adresse nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Bien sûr, nous savons aussi en ce moment, dans cet exercice quelque peu formel, que certains d'entre nous vivent des moments difficiles et ont du mal à imaginer favorablement l'année qui vient. Nous savons que les soucis de 2023 ne s'effacent pas sur les coups de minuit le 1er janvier, ne se sont pas effacés. Et pour autant, cela fait du bien de se retrouver, d'échanger, de débattre, de se projeter et de rêver. Profitons donc de chaque instant agréable de la vie et tâchons de rendre cette vie douce et joyeuse pour les autres. Il faut bien dire qu'il est des moments plus difficiles que d'autres, qu'il est des contextes plus anxiogènes que d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes servis.
Ne pas écouter les informations le matin, je m'excuse auprès des journalistes, mais ne pas écouter les infos le matin devient presque une prescription médicale pour qui veut passer une bonne journée. J'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont fait la remarque qu'ils n'écoutaient plus la radio le matin. Il faut quand même l'écouter de temps en temps. Et je ne parle pas particulièrement de l'annonce du nouveau gouvernement, hein. Ni même de la nomination de Rachida Dati, et pas non plus de la première sortie de la ministre de l'Éducation nationale. Alors, il y a pire sans doute que cette farce tragicomique que nous subissons depuis une semaine, même si on en dit long sur l'état démocratique de notre pays. Il faut que tout change pour que rien ne change. Il faut créer l'illusion du changement sur la forme pour continuer la même politique au service des puissants. Et là, je crois que le programme est très clair. Bon, franchement, j'ai encore du mal à voir quelle illusion peut créer Rachida Dati à la culture, mais ça me permet peut-être de ne pas voir que la nouvelle ministre du Travail, de la Santé, du Travail et de la Santé, et des solidarités, Catherine Vautrin est une ancienne farouche opposante du mariage pour tous, qui s'est également abstenue lors d'un vote en 2018 au Parlement européen sur l'interdiction des thérapies de conversion, ces pratiques qui prétendent guérir, entre guillemets, les personnes LGBT. Comme Franck Proust s'était abstenu d'ailleurs, peut-être il faut le rappeler de temps en temps. Ce que l'on constate à coup sûr, c'est ce glissement à droite. Et ce glissement nous mène jusqu'aux vieilles rengaines et vieux fantasmes de l'extrême droite dans de très nombreux domaines. Il n'y a rien de bon à attendre et certainement pas les futures augmentations du prix de l'électricité en raison de l'augmentation des taxes. L'annonce de ce nouveau gouvernement est donc le prolongement du vote de la loi sur l'immigration et je veux redire ici très solennellement et fermement notre opposition à cette loi au nom de la raison, car les arguments donnés par la droite ne résistent pas à l'examen raisonnable de la situation de l'immigration en France, mais aussi au nom des valeurs. Et pour nous, les valeurs, c'est important, c'est même essentiel. Les valeurs de solidarité, les valeurs humanistes guident notre action, et ce ne sont pas les pseudo-sondages et majorités d'opinion ou le sens du vent qui doivent nous faire dévier. Certains à droite, dont la tête tourne pour essayer de prendre le vent ou la vague, ou pour en composer, devraient méditer la phrase de Sénèque qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Les valeurs de solidarité et de justice nous amènent aussi à exprimer toute notre solidarité envers celles et ceux qui souffrent de la guerre, et je pense ici évidemment au conflit ukrainien, mais aussi à la situation effroyable vécue par la population de Gaza. Et je sais qu'il y a un rassemblement en ce moment même devant le Carré. Nous redisons avec Jaurès que l'affirmation de la paix est le plus grand des combats, toujours, et notre liberté ne peut être pleine et entière quand des peuples en sont privés par l'oppression ou par la guerre. Notre engagement dans la cité ne s'arrête pas à notre trottoir, à notre quartier, à notre ville, mais nous allons y venir. C'est d'ailleurs aussi le cas des ténors LR locaux qui ont tendance à donner des leçons de morale quand ils ne distribuent pas des médailles du Sénat. De temps en temps, ils pourraient se rappeler que leur engagement national renforce les mauvais coups pour les salariés, pour les plus fragiles, que ce soit quand il faut voter le recul de l'âge de la retraite ou l'augmentation du prix de l'électricité. Face au chaos du monde, dont on peut craindre qu'il dure encore un peu, et face aux mauvais coups qui pleuvent du pouvoir et qui auront des conséquences très concrètes pour nos vies et la vie de nos collectivités, souhaitons-nous collectivement beaucoup de courage et de lucidité pour l'année qui vient. Et surtout, je veux le redire, pas de division inutile, factice, pas de repli identitaire, nous avons besoin de faire front ensemble. Ce moment est donc un moment privilégié d'échange, une occasion ajoutée à d'autres de nous retrouver dans un écrin superbe. Ce stade des Costières, qui fait couler tant d'encre, à juste titre, et pas seulement pour des questions sportives, mais parce que finalement, il est assez symbolique de la gestion de notre ville par la majorité actuelle.
D'abord, plusieurs points. C'est un bâtiment prestigieux d'un grand architecte, Vittorio Revotti, considéré à l'époque comme le nec plus ultra de l'enceinte sportive. Mais c'est un bâtiment qui n'a pas été entretenu et qui s'est dégradé très vite. Bon, il suffit de regarder autour de nous, hein, jusqu'à l'ascenseur, parce que hier, on ne savait pas si on allait pouvoir utiliser l'ascenseur, ça a été réparé en dernière minute. Bon, on n'a pas masqué la misère. Hein. Les coûts de fonctionnement étaient très élevés, nous dit-on, c'est encore plus vrai quand l'entretien n'est pas régulier. Troisième élément, c'est un choix idéologique qui est arrivé, celui de la privatisation pour faire des économies et offrir à un investisseur privé, quelles que soient ses ambitions sur le fond, qu'il n'a jamais caché d'ailleurs, son cours actuellement, la possibilité d'une exploitation assez juteuse du domaine public. Ajouter le mépris pour l'histoire de la ville et la culture populaire de la ville, rajouter l'agressivité érigée en réponse à ceux qui contestaient ce choix, et puis, pour finir, admirer l'ardoise qu'on va laisser aux contribuables éminents. Globalement, tous ces éléments se retrouvent dans nombre de dossiers municipaux que je ne vais pas lister maintenant, ce n'est pas le moment, ça serait trop long. Mais il faut bien le dire, derrière l'inscription de la Maison Carrée sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont nous sommes très heureux, et si l'on sort des sentiers battus touristiques, il faudrait le conseiller à François-Olivier Gisbert, qui nous amène de la gare, je parle de la gare de Nîmes Centre, hein, Nîmes Manduel c'est trop long, jusqu'au jardin de la Fontaine, en passant par l'avenue Feuchère, le musée de la Romanité, la Maison Carrée, les quais de la Fontaine et le parvis de l'Impérator qui gêne toujours la circulation. C'est une belle balade, il faut le reconnaître, mais on peut dire qu'en dehors de ces sentiers touristiques, ce que nous répétons régulièrement, la ville est très dégradée. Je veux parler de la voirie, dont le budget reste insuffisant, et dont on peine à voir comment elle est traitée. On sait comment elle est traitée, ce n'est pas organisé. Je veux parler de la saleté de nos rues, du très mauvais état du patrimoine municipal, et un certain nombre de bâtiments en sont l'exemple. Je ne vais pas non plus tous les lister. Toujours, du coup, la même politique de vitrine. Le palais des congrès sort de terre sans qu'on soit rassuré d'ailleurs sur son utilité, sa rentabilité même, puisqu'on va avoir des salles maintenant. Aujourd'hui, il n'y a que celle-là, mais après, on en aura beaucoup, des salles. Le palais des congrès, le musée de la Romanité, c'est un tiers de son budget quand même, de la privatisation des espaces, hein, le musée de la Romanité. Et puis, on a appris qu'il y avait aussi des salles maintenant de conférences et de réunions dans les hôtels de luxe qui auront lieu sur la rue de la République. Donc, pléthore de salles, on aura l'embarras du choix, mais ça risque d'être un peu plus cher. Bien, en dehors de la vitrine, le reste est souvent oublié. Ma ville est belle, ma ville est malade, dit la chanson. Et c'est à se demander, pour qui fait-on la ville aujourd'hui? Pour les touristes ou pour les habitants? Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas de tourisme. C'est un secteur d'activité important pour lequel, d'ailleurs, il faut suivre les évolutions. Secteur d'activité qui génère des ressources, qui génère des emplois, mais est-ce vraiment le seul horizon? Nîmes n'est pas qu'un lieu à visiter, c'est d'abord un lieu à vivre. Et pour la majorité municipale, cela ne semble pas toujours être évident. On n'a pas vraiment besoin d'élus qui se prennent pour des guides touristiques et distribuent des étoiles aux nouveaux hôtels de luxe. Les chiffres de l'INSEE, d'ailleurs, le montrent. Une baisse de la population, alors que la population gardoise augmente. Ça devrait nous alerter. Il y a plus de touristes, mais il y a moins d'habitants. Alors, il ne s'agit pas de vouloir une ville toujours plus peuplée. Voilà, on veut garder une ville à taille humaine, évidemment. Mais quand même, cette perte d'habitants devrait nous alerter. Ce n'est pas le signe d'une bonne santé. Cadre de vie, services publics, comme les écoles, les équipements sportifs, et on sait qu'il en manque. Je suis aperçu Alain Boudard, je crois. On discute avec notamment les enseignants d'EPS. Les équipements culturels, la question des transports et bien d'autres sujets du quotidien qui sont pour nous essentiels, sont souvent oubliés, ne sont pas dans l'ordre des priorités ou sont traités sans anticipation et sans ambition. Prenons juste le cas des mobilités, par exemple. Alors, à la droite, ça n'a jamais été vraiment leur truc, la question des transports et des mobilités. On ne peut pas dire qu'ils aient excellé dans ce domaine-là, mais enfin quand même. Alors, on paye toujours la gare de Manduel, j'en ai déjà parlé.
crois qu'Alain Clary, j'ai eu du mal à rentrer la dernière fois depuis. Il n'y avait plus rien, plus de taxi, plus rien. Mais on t'a gentiment rapatrié sur le centre. Nous avons fait des travaux pharaoniques, je le disais hier avec François Segui, pour 2 lignes de trambus qui ont duré plus de 10 ans, presque 15 ans à faire. Presque 200 millions d'euros, presque 15 ans pour 2 lignes de trambus. Quand on réfléchit à ça, ça donne une idée de l'abîme. Et on est toujours à la traîne de l'autre côté pour les parkings relais, pour les pistes cyclables. Et évidemment, la nouvelle délégation de service public inquiète les chauffeurs, mais ça nous inquiète aussi. Pas que pour leurs conditions de travail, ça inquiète aussi parce qu'on sait que le service risque de diminuer, en tout cas ne sera pas à la hauteur de ce que les habitants de la ville ont besoin et de ce que le réchauffement climatique commande. Autre lieu, autre mœurs, à Montpellier, on vient de lancer la gratuité. Et aujourd'hui, nous n'entendons pas parler de la part de l'ANO, de la nouvelle loi SERM, Services Express Régionaux Métropolitains, votée en fin d'année, et dont Nîmes pourrait s'emparer pour développer l'offre multimodale de services de transport en commun en renforçant la desserte ferroviaire. Enfin, pas d'ambition non plus pour le développement urbain de la ville qui est, pour résumer, livré aux appétits des promoteurs à qui l'on oppose seulement un guide de bonne pratique. Ils ont même des fois honte de faire ce qu'ils font, les promoteurs. Pourtant, à l'heure où l'on projette la fin de l'artificialisation des sols d'un côté, et donc la densification nécessaire, et puis de l'autre côté la nécessaire végétalisation de nos villes, il est plus que utile de réfléchir et d'anticiper les formes urbaines de demain, et c'est particulièrement vrai pour notre ville qui sera très impactée par le réchauffement climatique. Qu'attendons-nous pour réviser le plan local d'urbanisme tout en réfléchissant à sa dimension intercommunale et en pensant à la fois le plan d'ensemble mais aussi la fabrication d'une ville à taille humaine et végétale à l'échelle de chaque quartier. On nous vend par ailleurs le concept périmé d'attractivité de la ville à la fois pour les grandes réalisations mais aussi pour la politique économique de la ville. Le résultat, c'est qu'on perd des habitants, que la vie quotidienne du plus grand nombre ne semble pas s'améliorer et que la droite dirige la ville depuis plus de 20 ans, 34 ans sur les 40 dernières années. Alors, les promesses régulières des grands soirs ne font pas oublier les erreurs ni le temps perdu. Je veux dire ici un mot de la situation de Pissevin, et je remercie les habitants de Pissevin qui sont venus jusqu'ici, et avec elles, des grands quartiers populaires de notre ville. Un gamin de 10 ans, innocent, Fayed est mort en août dernier, vous le savez tous. Si les forces de sécurité ont été indéniablement plus présentes depuis quelque temps et plus actives, ce qui a apaisé un peu la situation, nos concitoyens ont toujours le droit à un traitement différent. La médiathèque n'a pas réouvert et les horaires d'accueil périscolaire sont toujours réduits. On a l'impression que tout continue comme s'il ne s'était rien passé et qu'on ne fait qu'attendre la rénovation urbaine. Les médecins qui souhaitent depuis plusieurs mois s'installer à Pissevin, s'agrandir, n'ont toujours pas les algécos qu'on a fini par leur accorder à la rentrée de septembre dernier, après d'innombrables relances. C'est à peine croyant. Pourtant, il faut le redire, les habitants de ce quartier sont des Nîmois, eux aussi, ils participent ou ont participé au développement de cette ville dont l'édification ne s'est pas arrêtée au 1er siècle après Jésus-Christ. J'arrête là avec ces éléments sur lesquels nous intervenons à longueur de conseils municipaux et de conseils communautaires, jouant, je crois, pleinement notre rôle face à une droite municipale au pouvoir qui semble nerveuse et fébrile, si l'on en juge par l'agressivité dont elle fait souvent preuve à notre égard. Ma ville est malade sans doute, mais ma ville est belle aussi. Elle est une ville de caractère, populaire, attachante. Elle est belle des très nombreuses initiatives, des très nombreux événements, de ces espaces d'innovation, de création. La richesse que nous n'avons pas toujours dans notre porte-monnaie, nous l'avons par nos engagements associatifs, et nous voulons ici adresser nos chaleureux remerciements et tous nos vœux aux nombreuses associations de la ville qui tiennent la ville debout. Associations humanitaires, j'ai vu des bénévoles de la Table ouverte, du Secours populaire et sans doute bien d'autres encore. Associations culturelles, associations sportives, et je salue Olivier Gréa et l'Arc Club de Nîmes qui viennent qualifier 3 de ses pensionnaires pour les Jeux Olympiques. Voilà, qui font la fierté de la ville.
Bravo. Association, comité de quartier très présent aussi dans la ville. Tout ça, c'est autant de lieux d'échange, de partage et de mélange. Vous jouez toutes et tous un rôle essentiel à côté des institutions et des fois plus pour notre cité. On a envie parfois de créer un journal des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, petites et grandes. Et je le crois, ce sont ces gestes-là, ces initiatives que nous devons accompagner, faire grandir. Comme nous devons accompagner davantage nos artisans, nos entrepreneurs qui créent de l'activité, qui inventent et qui innovent. Toutes ces activités sont autant de victoires au quotidien qui prouvent que la mobilisation de chacun et la mobilisation de tous n'est pas toujours vaine. Et on l'a vu cette année, l'année dernière, avec la mobilisation pour la poste de Gambetta et la victoire que nous avons tous remportée. C'était un exemple à suivre. On nous demande souvent quelle est notre vision idéale, comme s'il y avait un modèle parfait à atteindre. Cela n'existe pas. Bien sûr, il y a des exemples et des idées à prendre ailleurs. Et je vous invite à commencer dès cette année à lister partout en France les bonnes idées et les bons exemples. On en a quelques-uns aussi sous nous. Mais on gagne aussi à observer la ville telle qu'elle est, ses habitants et leurs mouvements. Les germes des changements sont bien souvent là. Pour imaginer la ville de demain, c'est un des vœux que nous formons pour cette nouvelle année, il faut être attentif, il faut observer, écouter et comprendre, respecter le présent et l'histoire, toute l'histoire de notre cité. Avant de conclure, un souhait, celui de voir la municipalité s'emparer du 80e anniversaire de la Libération. D'abord en rénovant les plaques des pendus de Nîmes, vous savez, sur le pont de la route de Beaucaire, la route d'Uzès et sur le boulevard Jean Jaurès. Pendu de Nîmes, c'est maquisard ou otage civil exécuté par l'armée allemande le 2 mars 1944. Ensuite, en rendant un hommage à la résistance, et je pense ici à André Julien et Jacqueline Vigne qui nous a quittés il y a quelques jours. Enfin, en faisant enfin du 25 août 2024 une date très importante dans le calendrier de l'année. L'histoire de Nîmes, c'est aussi cela. Et quand on la regarde, on s'aperçoit sans trop de difficulté que notre cité s'est construite avec des multiples apports extérieurs, étrangers on dirait. Que ce soit la culture romaine ou l'apport des antifascistes allemands lors de la libération de la ville. Ils n'avaient sans doute pas demandé de papier, vous le voyez, la boucle est bouclée. Pour conclure, je forme le vœu, nous formons le vœu, de voir les forces de paix, de tolérance l'emporter face aux forces de la division. Nous devons unir les habitants de la ville, quels qu'ils soient, où qu'ils habitent, d'où qu'ils viennent. C'est une des conditions importantes pour engager les changements rendus nécessaires par les défis du temps. Défis sociaux, défis écologiques, que nous devons regarder comme autant de défis enthousiasmants, donnant du sens à notre vie en commun. Il faut aujourd'hui mettre nos forces en commun, les conjuguer avec humilité et détermination. Nous avons les idées, nous les avions d'ailleurs déjà posées en 2020, elles s'enrichissent avec le temps, elles ont vocation à s'additionner à d'autres. Chers amis, je crois qu'il est grand temps de changer d'air, il faudra sans doute encore un peu de patience, mais l'avenir sera fort de ce que nous construisons aujourd'hui, à savoir une ville à vivre et à rêver. À nous, mes chers collègues, je nous souhaite de continuer inlassablement, même si c'est difficile des fois, notre travail obscur pour faire honneur à notre mandat, et je nous souhaite de continuer à cultiver nos différences qui sont évidemment une force. À vous tous, mesdames et messieurs, chers amis, tout en vous invitant à lever le verre de l'amitié, nous adressons une nouvelle fois tous nos vœux de bonheur, de solidarité, de fraternité et de paix. Je vous remercie.